ça. Oui, Robert. Pardon, excusez-moi. Madame. C'est pas tout à fait une question, c'est une réflexion. Sœur Myriam, dominicaine. Tu parles de cette sociabilité naturelle des hommes. Donc, Victoria, pardon. Parle de cette sociabilité dans la recherche que moi j'ai faite sur la psychologie des enfants. Donc c'est la sociabilité des enfants est inhérente, est nécessaire, et naturelle. Un enfant ne peut pas survivre sans cet accès à la sociabilité. Et c'est là qu'on démontre la nécessité de soins de santé, etc. Donc je fais, c'était mon type de recherche à moi. Et donc ce que tu dis est très intéressant pour faire ce lien entre est-ce qu'un humain est nécessairement un être de sociabilité et un être de passage de l'un à l'autre ou pas. Et donc on démontre par plusieurs biais qu'il est nécessairement cela et que lui enlever cela à un niveau de sa structuration et à un niveau de la structuration de sa société, de son clan, de son peuple, c'est lui enlever ce qui fait qu'il est un humain. Oui, c'est ça. C'est une réflexion, il y a une question? Robert. Une double question. J'ai peur, là. J'appréhendais ce moment. J'ai été très séduit par le droit à la mobilité. Et j'ai pensé tout de suite à un droit de l'homme. C'est du droit naturel, c'est de la philosophie du droit. Et cette idée rejoint, je pense, tout ce qu'on a essayé de mettre dans les conventions qui reconnaissent ces droits de l'homme. Et puis je trouve qu'il y a un paradoxe. Et c'est ça la pré-question. Si on dit que c'est un droit de l'homme universel, est-ce qu'on peut raisonner uniquement au niveau européen en prônant le droit à la mobilité dans un espace déterminé? Et est-ce que l'ouverture ne s'impose pas avec toutes les difficultés qu'on imagine? Mais c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que vous dites très clairement que ce paradigme qui s'incarne plus ou moins bien en Europe, avec plus ou moins de difficultés, il a vocation à être un modèle universel. Et donc c'est aussi notre responsabilité d'Européens d'essayer de communiquer ce sens profond et la réalité juridique de la libre circulation des personnes à d'autres espaces du monde qui s'en protègent énormément. La difficulté, c'est qu'on sait bien toutes les résistances en interne aussi que nous voyons à ce principe de libre circulation, et donc tous les Européens ne sont pas unanimes pour porter ce modèle avec conviction au-delà de l'Union européenne. Mais on reproche beaucoup à l'Europe actuellement d'être une forteresse, et donc de permettre cette libre circulation en son sein pour quand même une certaine catégorie de population. Donc c'est extrêmement juste. Ouais. Mais peut-être qu'à quelques-uns, si on s'y met... Autre question. Oui. Alors, le frère Marc, qui est un grand spécialiste des migrations. Merci Mani, c'était très très beau ce que vous avez dit. J'aimerais, si vous permettez, ajouter une beauté à ce que vous avez déjà dit. C'est qu'au XIIe siècle, Gratien, dans son codex, a lié trois droits. Le droit divin, le droit naturel et le droit civil, justement au sujet de la migration. Et il a dit, il y a trois espaces qui sont libres, c'est l'air, c'est la mer et la terre. Pour la terre, il y avait une petite réserve. Si on va d'un pays à l'autre, ce n'est que permis si on respecte la façon d'aller vers l'autre. Donc la façon de traverser, par exemple, la propriété de quelqu'un.
Moi, je trouve que c'est un très bel exemple. Je ne sais pas s'il y a des rapports avec la Vittoria ou pas. Je vais les chercher maintenant et je vais écrire la préface. Non, c'est excellent, merci, et c'est très très intéressant. Une autre question? Oui, Jean-Louis. Je prends le micro. Non, je ne sais pas si le président Macron a été inspiré par votre livre dans son discours à Ouaga hier, parce que c'est un discours décoiffant d'une certaine manière. Il a quand même dit des choses tout à fait intéressantes. Enfin, de toute façon, d'ici 2019, c'est-à-dire 100e anniversaire de la conférence du traité de Versailles, qui était au fond en quelque sorte la dernière fois où on a encore partagé la terre entre Européens et entre gagnants, notamment du côté chinois. Il y a eu ce passage intéressant où le Premier ministre, enfin le ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui est devenu moine après, Lu Chongqiang, le fameux Don Lu, a refusé, en disant que les parties allemandes de la Chine ne sont pas à vendre, ne sont pas redistribuées. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est un point de rapprochement entre la Chine et Taïwan. Moi, je vais simplement poser une petite question concernant, pour bien comprendre la référence à Victoria. Les Indiens, disait-il, si j'ai bien compris, étaient co-possesseurs du monde avant le partage du monde. Et le partage du monde, c'est quoi exactement alors? Là, c'est pas Vittoria qui dit ça, je crois que c'est plutôt. C'est dans Locke. En se référant à Victoria. Oui, c'est ça. Eh bien, chez ces penseurs-là, il y a toujours la description d'un état de nature avant ce partage du monde, et là qui est rendu explicite quand les Espagnols arrivent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tant que les Indiens sont tout seuls, la question du partage ne se pose pas. À partir du moment où arrivent les Espagnols, elle se pose, l'appropriation de la terre, puisqu'ils s'approprient une terre où les autres étant seuls au départ, il n'y a pas de problème, ils sont deux peuples en concurrence. Voyez. Donc le partage du monde, c'est clairement la conquête qui le déclenche. Oui, Olivier. Merci. Au début de votre exposé, vous avez dit c'est pas par hasard si les Anglais se désolidarisent de l'Union européenne. J'espère que vous n'êtes pas anglais. Non, même si je l'étais, je ne le prendrais pas à titre personnel. Mais ils participent quand même de la même filiation théologique et philosophique que les autres peuples européens. Donc je voudrais bien vous entendre un peu plus sur ce que vous entendez. C'est pas pour rien que c'est des Anglais. Oui, non, en fait, ce que je voulais dire, peut-être que la phrase était exprimée de manière trop maladroite, c'est très signifiant, ce n'est pas insignifiant que le départ des Anglais, le Brexit, soit lié directement, en tout cas dans la tête de ceux qui ont voté ce départ, la majorité du peuple qui a voté ça, lié à la peur de l'invasion des migrants. Voilà. Et donc c'est parce que l'espace Schengen leur posait problème, et la gestion de la migration, c'est la question de la migration qui les a fait sortir de l'Europe, quand même, en tout cas du point de vue populaire. Après, qu'il y ait bien d'autres arguments, oppositions, c'est évident aussi. Et c'est le risque de tous les populismes qui montent en Europe aujourd'hui. Donc c'était simplement ça que je voulais dire. Mais pas plus. En tout cas, je ne suis pas compétente. Tika, tu voulais faire un commentaire là-dessus? Si, tu voulais faire. Richard, j'ai vu Richard réagir un petit peu. Richard habite en Angleterre. C'est un des éléments, mais c'est certainement pas, à mon avis, l'élément le plus signifiant. Mais c'est certainement un des éléments qui a convaincu une majorité de personnes âgées, oui, pauvres et très maltraitées par le gouvernement anglais depuis de nombreuses années. Christian. Je voulais poser une question par rapport à la circulation de la pensée à ce tournant de l'histoire qu'est la naissance de l'homme libre, la Renaissance. Est-ce que ce qui se pensait à Salamanque se pensait aussi à Coimbra et à Louvain, dans des universités qui avaient comme une influence considérable? Est-ce qu'il y avait des échanges, il y avait une circulation de ces penseurs? Beaucoup plus même que maintenant, je pense. C'est-à-dire il y avait une grande circulation, et autour de Vitoria et de cette école de Salamanque, il y a eu des disciples, Domingo de Soto, etc., et qui ont, eux, porté un peu le débat dans d'autres lieux, dont Coimbra au Portugal et Louvain ici. Et donc,
ici aussi, tout comme dans d'autres universités européennes, à Bologne aussi, on peut sentir ces débats. C'est ce qu'on appelle la réception immédiate. Là, évidemment, si on veut profiter du bouillon de Tikka, il faut la faire un peu brève. Alors j'ai choisi 4 moments clés, mais il y a plein de maillons intermédiaires. Et donc là, on va retrouver ça. Mais le cœur, la source, c'est Salamanque. André. Moi, je voudrais te poser une question en me souvenant d'un temps plus ancien, qui est la cité grecque. Et donc, seuls les citoyens existent et les autres sont tous des métèques. Et les hommes aussi, que les hommes. Des barbares. Les femmes n'existaient pas dans la cité grecque. Comment cette pensée qui s'est illustrée pendant des siècles jusqu'au nationalisme d'aujourd'hui, à savoir le principe d'une souveraineté d'un État, comment a-t-elle basculé à un moment donné de cette conviction que seuls les citoyens peuvent décider et que tous les autres ne comptent pas, à nous voulons accueillir, nous devons accueillir. Et de temps en temps, quand j'entendais des phrases, mais j'ai une très mauvaise ouïe ou un très mauvais esprit, mais est-ce que ce dominicain raconte en 1943 n'est pas une justification de la colonisation? Comme c'était déjà le cas, les Espagnols ont le droit d'aller en Inde, oui, les Indiens ont le droit de venir. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée que nous avons ce droit? En détenteur de droit, mais devons-nous offrir ce droit? C'est évident, c'est la question principale qu'on se pose quand on travaille sur ce sujet. Je crois que le contexte permet à certains penseurs de poser et théoriser la question, comme ceux que je vous ai présentés ce soir. Pour autant, je ne crois pas que la réponse, ça soit à des fins de justifier la colonisation. Je pense que tout dans la vie de Vitoria, de ses disciples, du contexte dont j'ai parlé de Las Casas un peu exprès, pour nuancer ça d'emblée. Et puis chez Deleuze, je vous passe des pans entiers de sa vie et de sa pensée. Rien ne peut justifier la colonisation, c'est-à-dire un espèce de mouvement unilatéral, évidemment, où nous on circule et puis les autres on va simplement les piller, quoi. Et puis les cantonner sur leurs cailloux pour les Haïtiens, etc. etc. C'est évident que non, je pense. Mais c'est sûr que l'avocat du diable, c'est la première chose qu'il met en avant, un petit peu pour peut-être aussi amoindrir la portée d'une telle pensée que je trouve extrêmement puissante, pour ma part. Et dans l'historiographie, dans l'histoire des idées, des commentaires, j'ai essayé de comprendre aussi pourquoi Vitoria, on en parle si peu. Il est disqualifié par 2-3 juristes contemporains qui disent ça, quoi. Voilà. Et au fond, il justifie la conquête, point final. Et donc, c'est bien pratique pour ne pas aller voir le reste, quoi. Pour ne pas essayer de comprendre en profondeur l'anthropologie. Et je pense que c'est aussi une manière d'évacuer la question plus profonde, parce que la vraie difficulté, c'est de penser la théologie, le théologique en lien avec le juridique. Aller dire aujourd'hui, il y a une source théologique du droit, c'est pas très évident à annoncer quand même, et à discuter. Et je pense qu'on masque avec l'histoire de la colonisation tout le reste du questionnement. Quand bien même, dans son inconscient quelque part, il y a une influence, on ne peut pas balayer tout le reste. Oui, et puis on est tous influencés. Nous, aujourd'hui, on pense le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, et donc forcément, on pose les questions en fonction de notre contexte. Voilà, donc là, c'est exactement ça. Autre question. Sur cette partie-là, il y a aussi l'amitié. Sur cette partie-là, l'amitié vient chercher l'argument qui, pour moi, fait massue. Massif. Oui, fait massif. Massif. Voilà. Vous vouliez poser une question? Non, c'est pas une question. Mais sur le Dieu migrant, je ne sais plus si. Je crois que c'est Jérémie, ou Ézéchiel Jérémie, qui voit Dieu qui quitte le temps pour aller dans le lieu de l'exil. Oui. Je trouve que c'est une belle image. C'est une très belle image, oui, exactement.